Le piège s'est refermé. Pendant des années, certains pays arabes ont cru avoir trouvé la formule magique. S'allier avec Israël, séduire le lobby israélien à Washington, obtenir des reconnaissances territoriales, des armes, des technologies de pointe. Le tout en trahissant discrètement la cause palestinienne. Le Maroc a choisi cette voie. Les pays du Golfe aussi. Et aujourd'hui, alors que la guerre embrase le Moyen-Orient, alors que l'Iran est dans le viseur d'Israël et des États-Unis, ces pays se réveillent avec une réalité brutale. Les bases militaires qu'ils ont financées ne les protègent pas. Elles protègent Israël. Les milliards versés aux Américains ne servent pas leurs intérêts. Ils servent l'État hébreu. Et dans les rues de Rabat, de Casablanca, de Marrakech, le peuple marocain descend manifester. Pas contre leur roi, contre cette trahison qui porte un nom, les accords d'Abraham. Bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, on décrypte sans complaisance le piège dans lequel est tombé le Maroc et pourquoi l'Algérie, elle, avait vu juste depuis le début. Partie 1. Les accords d'Abraham, une soumission déguisée en diplomatie. Commençons par rappeler les choses par leur nom. Les accords d'Abraham, ce nom biblique soigneusement choisi pour donner une apparence de légitimité historique, ne sont pas des accords de paix. Ce sont des actes de soumission. En signant ces textes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et surtout le Maroc ont accepté un deal clair. Vous reconnaissez Israël, vous lui ouvrez vos marchés, vous lui donnez accès à votre espace aérien et peut-être à vos bases militaires. En échange, vous obtenez des cadeaux politiques. Pour le Maroc, le cadeau s'appelait « Reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les États-Unis ». Un geste signé par Donald Trump dans les dernières semaines de son premier mandat. Un geste calculé, un geste conditionné. Le Maroc a voulu aller vite, trop vite, sans mesurer les conséquences à long terme, sans comprendre que ce qu'Israël demandait en échange, c'était infiniment plus que ce qu'il donnait. Car voilà ce qu'Israël voulait vraiment, mouiller les pays arabes dans son jeu, les rendre complices de sa stratégie régionale, les transformer de spectateurs en co-responsables de l'ordre qu'il impose au Moyen-Orient. Et le Maroc est tombé dans ce piège les yeux grands ouverts. 1.1. Le lobby israélien, un investissement qui ne rapporte plus. Il y a une réalité que beaucoup d'analystes pro-normalisation refusent d'admettre. Le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui a porté Donald Trump à la Maison-Blanche, n'est pas simplement un mouvement populiste. C'est un courant politique profond qui, sur certains points, entre en contradiction directe avec les intérêts du lobby sioniste traditionnel. Des figures comme Tucker Carlson, reçues à la Maison-Blanche, qui font un travail de déstabilisation culturelle contre cette influence. Des élus comme Thomas Massie à la Chambre des représentants, qui ont initié la déclassification de millions de documents sensibles. À l'échelle internationale, c'est encore plus net. La Cour internationale de justice a rendu des décisions sanglantes contre Israël. L'Assemblée générale des Nations unies vote résolution après résolution contre l'occupation. Des pays qui reconnaissaient Israël il y a 10 ans reculent aujourd'hui. La délégitimation d'Israël est un processus réel, documenté, irréversible à moyen terme. Le Maroc a donc normalisé avec Israël au pire moment possible, au moment exact où le vent tourne, quand d'autres pays plus clairvoyants, comme l'Algérie, avaient maintenu leur position de principe. Investir dans un lobby qui s'effondre, c'est acheter des actions d'une entreprise en faillite. Le Maroc a pris un train de 30 ans de retard. Et c'est là où la situation devient particulièrement instructive. Parce qu'il faut faire une distinction capitale, une distinction que beaucoup oublient délibérément. Il y a le Maroc officiel, la monarchie, les élites politiques, les franco-marocains qui ont des hôtels, des riads, des intérêts économiques liés au tourisme et à la normalisation, et il y a le peuple marocain. Le vrai peuple marocain. Ce peuple-là, quand des manifestations massives ont eu lieu après le début du génocide à Gaza, est descendu dans les rues. Pas pour soutenir Israël, pour exiger la fin de la normalisation, pour dire non à cette alliance contre nature. Un manifestant arrêté par la police l'a dit avec une simplicité désarmante, face aux agents venus le faire taire. Est-ce que j'ai insulté la religion? Est-ce que j'ai insulté le Maroc? Je dis juste que les États-Unis et Israël sont nos ennemis. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Cette phrase, filmée et diffusée, dit tout. Le fossé entre les dirigeants et le peuple est béant. La monarchie marocaine a fait un choix géopolitique que sa propre population rejette.
Et ce rejet crée une tension interne, une division dans la société, une crise de légitimité qui ne peut que s'approfondir avec le temps. C'est ça le vrai piège, pas seulement géopolitique, interne, social, identitaire. Parlons maintenant de la dimension militaire, parce qu'elle est au cœur du piège. Depuis des décennies, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, Bahreïn, ont permis l'installation de bases militaires américaines sur leur territoire. Ils ont payé pour ça. Ils ont cédé des portions de leur souveraineté pour ça. En échange de quoi? En échange d'une promesse, la protection américaine. Vous êtes sous notre parapluie sécuritaire, si quelqu'un vous attaque, nous intervenons. Et puis, l'Iran a lancé ses missiles. Et là, la révélation. Les systèmes antimissiles américains déployés dans ces pays n'ont pas été utilisés pour protéger les pays arabes hôtes. Ils ont été utilisés pour intercepter les missiles qui allaient vers Israël. La base américaine en Arabie saoudite ne protège pas l'Arabie saoudite, elle protège Israël depuis le sol saoudien. Vous imaginez l'humiliation stratégique? Ces pays ont financé, logé, nourri des soldats étrangers sur leur sol. Ces soldats utilisent maintenant leur territoire comme tremplin pour défendre un pays que leur propre population déteste. Au Maroc, la situation est similaire. Les bases et présences militaires israéliennes installées au Maroc, dans le cadre de la normalisation, ne servent pas les intérêts de la monarchie chérifienne. Elles servent le projet israélien d'extension de son influence sur toute l'Afrique du Nord. Ce n'est pas une alliance, c'est une colonisation douce. Et le Maroc en est la première victime. Maintenant, parlons de l'Algérie. Pendant que le monde arabe se laissait séduire par les mirages de la normalisation, pendant que les pétrodollars du Golfe achetaient des reconnaissances diplomatiques à Washington, pendant que le Maroc signait ses accords avec Tel Aviv, l'Algérie disait non. Pas par dogmatisme, pas par idéologie aveugle, par lucidité stratégique. Alger a toujours averti ses voisins et ses partenaires arabes. Restez unis, ne vous laissez pas diviser. Si vous abandonnez la Palestine, vous abandonnez votre propre dignité. Et un jour, ça vous coûtera cher. Le proverbe est connu. Quand on mange son voisin un à un, le tour de chacun finit par arriver. Le Liban a été déstabilisé. La Syrie a été détruite. L'Irak a été fragmenté. Maintenant, c'est l'Iran qui est dans le viseur. Demain, ce sera la Turquie. Après-demain, les pays du Golfe eux-mêmes s'effondreront, vidés de leur substance par des décennies de vassalisation. L'Algérie a vu ce scénario venir. Elle l'a dit, clairement, courageusement. Personne n'a voulu écouter. La question que beaucoup se posent, est-il trop tard pour le Maroc? Peut-il sortir de ce piège dans lequel il s'est lui-même enfoncé? La réponse honnête est oui, mais à un prix. Le Maroc est une nation de 36 millions d'habitants, une histoire millénaire, une diplomatie qui a prouvé par le passé sa capacité à naviguer entre les grandes puissances avec intelligence. Le Maroc a des relations solides avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde. Il pratique ce que les experts appellent le multi-alignement, avoir de bonnes relations avec tout le monde simultanément. C'est une posture légitime, intelligente en théorie. Le problème, c'est qu'avec Israël, il ne peut pas pratiquer le multi-alignement. Parce qu'Israël ne veut pas d'un partenaire neutre. Israël veut des complices. Des pays qui s'engagent, qui se mouillent, qui ne peuvent plus faire demi-tour. Et le Maroc s'est mouillé. Pour s'en sortir, il devrait, premièrement, comprendre que la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis, obtenue via le lobby israélien, aurait pu être obtenue par d'autres voies. La France, l'Espagne et d'autres pays européens ont reconnu la marocanité du Sahara sans qu'on leur demande de normaliser avec Israël. La preuve que le passage par Tel Aviv n'était pas une nécessité, mais un raccourci qui s'est transformé en piège. Deuxièmement, écouter son propre peuple. Les manifestations massives contre la normalisation ne sont pas un caprice d'activistes. Ce sont le pouls d'une nation qui dit à sa classe dirigeante « Vous avez fait fausse route ». Troisièmement, regardez lucidement le rapport de force mondiale. Israël est isolé comme jamais. Le soutien américain se fragilise, la légitimité internationale d'Israël s'effondre.
Être l'ami d'un paria, c'est devenir un paria soi-même. Le chemin de sortie existe, mais il faut du courage politique, et il faut mettre son ego de côté. Ce qui arrive au Maroc et aux pays du Golfe est une leçon pour toute la région. Une leçon que l'histoire répète depuis des siècles, mais que chaque génération doit réapprendre à ses dépens. Première leçon, on ne peut pas vendre la dignité de son peuple pour des intérêts à court terme. La reconnaissance du Sahara, les technologies militaires israéliennes, les investissements américains, tout ça a un prix politique et moral que le calcul financier n'intègre jamais. Et ce prix se paie toujours, avec des intérêts. Deuxième leçon, les bases militaires étrangères ne protègent pas les pays hôtes, elles protègent les intérêts de la puissance qui les a installés. L'histoire ne connaît aucune exception à cette règle. Troisième leçon, la solidarité arabe n'est pas un sentiment, c'est une stratégie de survie. Un monde arabe uni, même imparfaitement, pèse sur la scène internationale. Un monde arabe divisé, chaque pays cherchant son intérêt particulier au détriment des autres, est une proie facile. L'Algérie a choisi la cohérence sur le long terme plutôt que les gains faciles sur le court terme. C'est une posture inconfortable parfois, mais c'est la seule posture qui respecte à la fois la souveraineté nationale et la dignité du peuple. Alors voilà ce que l'actualité nous enseigne. Le conflit Iran-Israël n'est pas un phénomène distant, il est le révélateur de 40 ans de mauvaises décisions stratégiques de la part de certains pays arabes. Il révèle qui avait raison, il révèle qui avait tort, il révèle qui s'est vendu et à quel prix. Le peuple marocain n'est pas notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi. Il est lui aussi victime d'une classe dirigeante qui a privilégié ses intérêts sur les siens. Mais les dirigeants qui ont fait ces choix doivent en assumer les conséquences. L'Algérie, elle, reste debout. Elle n'a pas normalisé, elle n'a pas cédé, elle n'a pas bradé la cause palestinienne pour des prébendes diplomatiques. Elle a payé un prix pour ça. L'isolement de certains forums régionaux, les pressions des puissances occidentales, les tensions avec ses voisins. Mais elle peut regarder son peuple dans les yeux, et son peuple peut être fier d'elle. Dans un monde où la lâcheté se déguise en pragmatisme, où la trahison se présente comme du réalisme politique, l'Algérie représente quelque chose de précieux, une nation qui dit ce qu'elle pense et qui fait ce qu'elle dit. C'est ça, Algérie puissance. Ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la vérité qu'on ose dire quand d'autres se taisent. Si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a donné des outils pour comprendre ce monde complexe, alors donnez-lui le like qu'elle mérite. Partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. L'histoire est en train de s'écrire et nous, on la décrypte ensemble. Pour l'Algérie, pour la vérité, pour la dignité.